Avant tout, permettez-moi de vous remercier, chers amis, pour votre présence. Chaque fois plus nombreuse, votre engagement et votre intérêt pour notre patrimoine sont essentiels à la mission de l'association pour le rayonnement de la chapelle de la Sorbonne, autrement appelée ARCS. Nous sommes en France, acronymes, et qui, grâce à vous, lui donne chaque jour un peu plus de sens. Je voudrais commencer par remercier chaleureusement nos partenaires qui ont rendu possible cet événement. Tout d'abord, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ainsi que Sorbonne Université, pour leur soutien indéfectible à notre projet. Notamment, je remercie la Faculté des Lettres et la Direction des Affaires culturelles de la Faculté des Lettres de nous prêter cet amphithéâtre, ce très bel amphithéâtre ce soir. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance au Musée de l'Ordre de la Libération, qui, à travers son expertise et son soutien précieux dans la communication, nous aide à honorer la mémoire des résistants. Il faut excuser aussi la Fondation De Gaulle, qui n'a pas pu nous faire l'honneur de notre présence, ainsi que M. Troufflin du Musée de l'Ordre de la Libération. Nous excusons aussi la maire du 5e arrondissement, qui est représentée ce soir par Mme Guirabin et M. Boucher, tous deux adjoints à la mairie du 5e et conseillers de la ville de Paris. Et je remercie vraiment la mairie du 5e pour leur soutien comme interlocuteur privilégié pour l'association auprès de la ville de Paris. Le thème de ce soir est particulièrement chargé d'histoire et d'émotion. La chapelle de la Sorbonne, au-delà de sa beauté architecturale, abrite dans sa crypte des figures marquantes de la résistance française. Ces hommes et ces femmes, dans le silence et l'ombre, ont offert leur vie pour la liberté et il est de notre devoir de préserver leur mémoire et de partager leur histoire. Pour nous guider dans cette étude, nous avons l'immense privilège d'écouter Mme Alia Aglan, professeure des universités à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste reconnue de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance. Son expertise et son travail sur la mémoire des résistants nous permettront de plonger au cœur de cet épisode fondamental de notre histoire. Je en profite aussi pour remercier les bénévoles de l'association qui sont très actifs pour l'organisation de tous nos événements. J'encourage aussi les gens à rejoindre les rangs de bénévoles. Et j'excuse aussi M. Éric qui aurait vraiment voulu être présent parmi nous ce soir, qui est directeur de la sécurité de la Sorbonne et qui est en Sorbonne depuis plus de 40 ans. Voilà, qui est très sensible à l'organisation de cette conférence. Et je remercie aussi la présence de M. Fabien Renzeler, qui est directeur général du Geste d'Or, pour son soutien et le soutien de l'association Geste d'Or dans notre projet, dans notre initiative. Avant de céder la parole à Mme Aglan et M. Méras, je souhaite rappeler que notre association, l'ARCS, œuvre non seulement pour le rayonnement de la chapelle, mais aussi pour la mise en lumière de ce qu'elle symbolise. Un lieu où se croisent histoire, résistance et mémoire collective. Sur ces mots, je vous remercie encore de votre présence et vous souhaite une excellente conférence. Mesdames et messieurs, chers amis de la chapelle, c'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir pour cette première conférence de ce cycle sur l'histoire de la résistance. Notre comité Histoire de la Résistance a pour objectif de constituer un dossier sur l'histoire des résistants reposant sur la crypte de la chapelle de la Sorbonne, en s'appuyant sur les recherches d'archives de travaux antérieurs. C'est en tant que comité directeur de ce comité que je me fais porte-parole de notre association et de son souci de mettre à l'honneur ces héros morts pour la France. Ils symbolisent la lutte pour la victoire face à la barbarie humaine. La lutte pour la victoire de la liberté face à la tyrannie. La lutte de la victoire de la France face au nazisme. Ce sont des symboles qui nous font comprendre l'importance de conserver cette liberté au sein de l'université. Dans la crypte de la chapelle de la Sorbonne, on repose les dépouilles de 10 professeurs et 2 étudiants, ainsi que les cendres de 4 lycéens. Nous pouvons citer parmi eux Jean Zay, homme politique et résistant, assassiné par la milice française de Vichy.
ou encore le tombeau de Jean Cavaillès, résistant, qui a été fusillé par les nazis. Ces noms honorent la mémoire de la résistance et l'héroïsme de ces Français qui ne se sont pas résignés face à la défaite, mais qui au contraire se sont dressés pour continuer le combat. Ce soir, Madame la professeure Valérie nous fait le grand honneur de venir vous parler de ces résistants, morts pour la France. Madame Valérie est professeure de l'université à Paris pour Sorbonne depuis 2011. Elle est spécialiste de l'histoire de la résistance et directrice de l'Institut Pierre Mauroy depuis janvier 2022. Pierre Mauroy qui est le centre de recherche en histoire des relations internationales et du Parlement. Elle a notamment co-dirigé avec Jean-Pierre Azéma une biographie de Jean Cavaillès. Jean Cavaillès, résistant de la France en acte, paru chez Albin Michel en 2002. Je tiens à la remercier chaleureusement au nom de toute l'association pour son intervention. Et je remercie vous tous pour votre présence ici ce soir, en espérant que cela nous apportera un peu plus de connaissances sur cette grande histoire de la résistance, dont la chapelle de la Sorbonne est, à son échelle, la gardienne mémorielle. Bonne conférence. Bonsoir à tous. Alors, merci pour l'invitation parce que j'ai été aussi très sensible au fait que cette association milite pour qu'on connaisse mieux cette crypte et surtout pour la réouverture de la chapelle. Et ben, merci au public venu si nombreux, à mes enfants, à mes amis qui sont là aussi. Donc je commencerai par rappeler quelque chose qui n'est peut-être pas évident pour tout le monde, c'est à quoi ressemble Paris sous l'occupation et surtout le quartier latin. Et donc à l'été 40, d'après les témoignages, Paris est une ville morte, c'est la ville sans regard. Alors pourquoi sans regard? C'est les soldats allemands qui disent ça. C'est parce que les Parisiens font semblant de ne pas remarquer
qu'il y a des soldats allemands absolument partout et qui défilent quotidiennement sur les Champs-Élysées et que toutes les inscriptions des rues tous les panneaux signalétiques sont désormais en allemand. Les automobiles qui roulent avec de l'essence sont très rares, on passe au gazogène ou à toutes sortes de deux roues. En tous les cas, le seul endroit où on croise quotidiennement, occupants et occupés se côtoient, c'est dans le métro. Et donc cette sorte de coexistence un peu forcée va donner évidemment toutes sortes d'historiettes et aussi de frictions. Mais la résistance, elle commence de manière complètement inorganisée, complètement spontanée, dès la signature de l'armistice. Et les premières actions résistantes sont isolées, ce sont des sabotages. Évidemment, leurs auteurs sont immédiatement exécutés. Mais les premiers tracts disent une chose qui est très importante sur la définition de la résistance. Et l'un des premiers tracts est celui d'Edmond Michelet, qu'il a fait circuler à partir de Brive, avec ses camarades du Cercle des équipes sociales. Il date de juin 40, c'est finalement le premier tract qu'on connaît, et qui fait référence à Péguy, et qui dit « En temps de guerre, celui qui ne se rend pas est mon homme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et quel que soit son parti. Il ne se rend point, c'est tout ce qu'on lui demande. » Fin de citation. Alors cette phrase de Péguy va évidemment être reprise dans toute la presse clandestine pendant l'occupation, parce qu'elle dit quelque chose de tout ce que veulent dire ces jeunes gens, ces plus ou moins jeunes gens, ces hommes, ces femmes. La question qui se pose immédiatement, c'est comment se comporter face aux occupants. Et l'une des premières réponses, c'est un texte parisien de juillet 40, écrit par un socialiste qui s'appelle Jean Texier, qui s'appelle « Conseil à l'occupé », dont je vous donne quelques extraits. Il avait remarqué, par exemple, qu'au Jardin du Luxembourg, dans le kiosque, il y avait des concerts quasi quotidiens donnés par les Allemands. Et puis, si on regarde les photos, il y a quand même un public assez important. Et donc, son conseil numéro 7, c'est « S'il croit habile de verser le défaitisme au cœur des citadins en offrant des concerts sur les places publiques, tu n'es pas obligé d'y assister. Reste chez toi ou va à la campagne écouter les oiseaux. » Et l'autre conseil, c'est le numéro 30, sur le couvre-feu, parce qu'évidemment Paris et les autres villes, évidemment, et toute la zone nord, est soumise à un couvre-feu, dont d'ailleurs l'horaire change, ça dépend en fait si les relations sont tendues ou pas avec le gouvernement de Vichy. Le conseil numéro 30, tu grognes parce qu'il t'oblige à être rentré chez toi à 23 heures précises. Innocent, tu n'as pas compris que c'est pour te permettre d'écouter la radio anglaise. Fin de citation. Donc le défi à l'occupant arrive assez vite. Ce sont ces fameuses manifestations. Et il faut savoir que manifester, c'est évidemment un signe d'opposition et de résistance extrêmement visible, mais il faut quand même rappeler qu'il était interdit de pavoiser, interdit de se rassembler et évidemment interdit de chanter la Marseillaise. Donc, ce que font les étudiants qui défient toutes ces interdictions, ils le font pour commencer le 11 novembre 40, quelques jours après la poignée de main entre Hitler et Pétain à Montoire et la déclaration que vous connaissez sans doute, je vais entrer c'est dans l'honneur qu'on va entrer dans la collaboration. Ce sont des manifestations qui ont lieu à Paris, mais aussi à Rouen, à Nantes, à Brest. Alors c'est une action non clandestine, bien sûr, mais c'est quand même la manifestation, c'est le cas de le dire, d'une sorte d'écœurement par rapport à ce qui se passe. Alors, ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est l'arrestation du professeur Langevin, Paul Langevin, le 8 novembre. Les manifestations commencent devant le Collège de France et elles vont continuer. Et le 11 novembre, devant la statue de Clémenceau, aux Champs-Élysées. Et là, cette première résistance peut ressembler à une sorte de canular, parce qu'en fait, il y a deux jeunes avocats, l'avocat socialiste André Velcuriel et ses amis, dont Léon Maurice Nordman, qui vont à 5 heures du matin déposer une gerbe de fleurs au pied de la statue de Clémenceau, accompagnée d'un ruban tricolore et d'une carte de visite géante où il y a marqué le nom du général de Gaulle. Alors évidemment, personne ne sait qui a fait ça, mais le rassemblement ensuite des lycéens, des étudiants pendant la journée,
Ils ont des codes, ils portent des fleurs bleu, blanc, rouge à la boutonnière. Mais c'est quand même la première manifestation d'hostilité par rapport aux occupants. Elle est à la fois spontanée et préparée par des tracts, par du bouche à oreille. Les communistes et les non-communistes vont manifester. Et là, on comprend ce que c'est que la collaboration parce que les Allemands tirent. Et selon certains textes, celui de Jean Texier notamment, ils tirent sur des adolescents qui chantent. Des adolescents qui chantent la Marseillaise. Alors ça va faire quelques blessés, mais ça va faire quand même plus d'une centaine d'arrestations. Et l'université et les grandes écoles vont être fermées jusqu'en décembre 40. Et les commissariats des quartiers, les étudiants sont obligés d'aller pointer au commissariat, en tous les cas tous ceux qui ont été arrêtés. Donc dans le premier numéro d'une feuille clandestine qui s'appelle L'étudiant patriote, on va fêter finalement tous les 11 novembre de l'occupation de cette manière. Alors le 11 novembre, évidemment, c'était une manière de rappeler aux vainqueurs qu'ils avaient été vaincus à la guerre d'avant. Donc cette première activité va fuser sous un calme apparent dans la jeunesse des lycées Louis-le-Grand, Saint-Louis, Henri IV, sous forme de tracts, d'inscriptions murales, des petits mots glissés dans les livres des bibliothèques. Et si on déambule en pensée dans ce quartier, on peut retrouver, place de la Sorbonne, la librairie de Jean Galtier-Boissière, qui est cher à Pierre de Panafieux notamment, celui qui a fondé le journal satirique Le Crapouillot, et qui s'adapte, ou qui fait mine de s'adapter à la nouvelle législation. Et là, je cite ce qu'il dit dans son journal. Reçu la liste auto. La liste auto, c'est la liste auto-abès de tous les livres interdits. Reçu la liste auto, qui comprend tous les livres désormais retirés de la vente. Je m'amuse à annoncer en tête de mon catalogue, au Ronéo, une liste exacte, mais combinée, de titres interdits. Crime de Bosch, l'Autriche martyre, les atrocités allemandes en Pologne, sans oublier un discret rappel du livre du général de Gaulle, paru chez Plomb. Mes clients ont compris l'astuce et la police a été sans doute informée, car j'ai reçu la visite d'un gros homme à pardessus de sport et brodequin jaune. Fin de citation. Mais si on déambule encore un peu plus loin, à l'angle de la rue Gay-Lussac et de la rue de l'abbé de l'Épée, on trouve une officine maréchaliste qui vend toute la propagande pour la Révolution nationale. Ici même, à la Sorbonne, une chaire d'antisémitisme, elle ne s'appelle pas comme ça, chaire d'histoire du judaïsme, qui est imposée en décembre 1942 par le ministre de l'époque, qui s'appelle Abel Bonnard. Le titulaire en est un certain Henri Labroue, qui est né à Bergerac, qui a fait pas mal de métiers, qui a une formation d'historien, de juriste. Il a été un temps franc-maçon, avocat, député de Gironde, ancien combattant de 14-18, mais l'occupation le comble. Il va fonder l'Institut d'études juives de Bordeaux. Alors, dès que vous comprenez que c'est études juives, bon, c'est antisémite, en avril 1941. Il va participer assez activement à une exposition financée par les nazis qui s'appelle « Les Juifs et la France » au printemps 1942. Et il est l'auteur d'un rutilant Voltaire anti-juif, où en fait il a décidé d'étudier tous les auteurs français pour prouver que l'antisémitisme est dans la tradition française. Donc il fait de grandes études là-dessus. Et donc cette chaire qui a été unanimement refusée par tous les professeurs de la faculté de lettres de Paris, elle est évidemment imposée. Leçon inaugurale, elle est évidemment boudée, elle est même chahutée par des étudiants proches du Parti communiste qui viennent avec des tracts, du liquide lacrymogène, des cris, des huées et qui scandent « bandits, canailles, salauds » pendant toute la leçon inaugurale, malgré le fait que Henri Labroue était venu avec Darquier de Pellepoix, le commissaire général aux questions juives, et tous les collaborationnistes qui étaient au premier rang. Alors, le cours n'est pas une franche réussite, parce qu'après quelques séances, eh bien, l'auditoire se réduit à 3 ou 4 étudiants, et finalement annulé, enfin les cours sont annulés, parce qu'il y avait... Alors, M. Labroue, très apprécié des nazis, a été révoqué sans pension à la Libération, interdit d'enseignement et condamné à 20 ans de réclusion.
Fermez la parenthèse. Et si on continue notre déambulation dans le quartier, on rencontre cet après-midi du 9 juin 1942 Hélène Baird, qui étudie la littérature anglaise, littéralement terrassée sous les regards aimantés par son étoile jaune. Le vendredi 10 juillet 1942, elle note dans son journal « Nouvelle ordonnance aujourd'hui pour le métro. D'ailleurs, ce matin, à l'école militaire, je me préparais à monter dans la première voiture lorsque j'ai brusquement réalisé que les paroles brutales du contrôleur s'adressaient à moi. Vous là-bas, l'autre voiture. » Le lycée Saint-Louis se transforme un temps en caserne pour la milice. Et surtout aux heures de la Libération, ça devient un des dépôts d'armes de la milice. Et donc si je vous fais tout ce paysage, si je brosse tout ce paysage, c'est pour que vous compreniez dans quelle atmosphère les étudiants, les professeurs et les résistants ont eu, comme disait Flaubert, la jeunesse des écoles, ont eu le courage de défier tout ça. Parce que de la résistance, il y en a eu à Louis le Grand, il y en a eu à Henri IV, chez les professeurs et chez les étudiants, il y en a eu à la Sorbonne. Alors la jeunesse bat le pavé, fabrique des tracts, fabrique des faux papiers, couvre les murs d'inscription, de slogans, le plus célèbre étant celui qui refuse le service du travail obligatoire en février 1943 et que l'on retrouve à la une d'un journal clandestin qui s'appelle Libération, qui dit, à l'annonce de l'instauration du service du travail obligatoire, la jeunesse française répond « merde ». Et ils ajoutent « il faut saboter ce qu'ils appellent la conscription des esclaves d'Hitler ». Donc dès les premiers mois de l'occupation, la résistance est là. Elle est là à la Sorbonne, notamment dans la personne d'Hélène Vianney, que j'ai eu le bonheur de connaître, assistante au laboratoire de géographie physique et géologie dynamique, épouse Philippe Vianney et fonde le mouvement Défense de la France, que vous connaissez peut-être, qui avait installé une imprimerie clandestine ici même à la Sorbonne, dans les caves, et cette imprimerie clandestine avait été nommée la Grosse Bertha, en souvenir de la Grande Guerre. Rue d'Ulm, le laboratoire de physique et de chimie de Pierre Pigagnol et Raymond Crolland, morts en déportation, œuvre pour le réseau de renseignement Vélite Thermopyle, de même que les philosophes des mathématiques, Jean Cavaillès, et son agrégatif Jean Gosset, et son ami Albert Lodman, lui aussi philosophe des mathématiques, lui aussi exécuté par les Allemands. Pendant que le laboratoire de Frédéric Joliot-Curie est sous bonne garde allemande, eh bien, les étudiants manifestent encore contre l'exclusion des professeurs juifs et des étudiants juifs. Et évidemment, les forces de police, qui sont à la fois des chars allemands qui sont venus stationner rue des Écoles, et les polices de Vichy, main dans la main, si j'ose dire, vont traquer, et notamment les étudiants communistes. Donc la résistance qui s'ébauche dès 1940, on peut se poser la question de savoir si elle correspond à la définition qu'en donne De Gaulle. Dans son discours du 3 août 1940, il dit « Dans l'immense bouleversement, ne valent, ne marquent, ne comptent que les hommes qui savent penser, vouloir, agir, suivant le rythme terrible des événements. Les autres seront balayés, dit-il. » Donc la liberté a-t-elle un prix? Et c'est sans doute ce que nous enseignent ceux qui reposent dans la crypte de la Sorbonne, parce que la résistance invente le temps, un temps qui n'était pas prévu, celui de la résistance précisément, alors que la défaite pouvait sembler définitive à quelques-uns, que les réalistes pouvaient se prévaloir de collaboration d'État, c'est ce que dit Laval, il dit « je suis réaliste », eh bien, on peut comprendre que résister, c'est créer un possible qui n'était justement pas possible. Alors, ce n'est pas seulement une métaphore quand Jean Guéhenno, le grand professeur de Cagnes, note dans son journal en novembre 1940 « Toute la France, toute l'Europe est en prison ». Donc, ce n'est pas vraiment une métaphore, c'est une sorte de réalité. Et donc, ce professeur de Cagnes, militant antifasciste, ami de Romain Rolland et de François Mauriac,
enseigne, sans nullement cacher ses opinions, à Henri IV, dans les classes de Cagnes, à Louis le Grand. Et l'un de ses plus illustres élèves dans la Résistance, c'est Jacques Lucéran, qui a épousé Jacqueline Pardon et qui est aveugle. Dans ses mémoires, dont le titre est « Et la lumière fut », il raconte comment, à 17 ans, il a commencé à rassembler des énergies, notamment parmi les étudiants d'Henri IV et de la Sorbonne, une cinquantaine d'étudiants quand même, pour créer un groupe qui s'appelle les Volontaires de la Liberté, dont le but initial était d'informer face à la censure, et qui vont s'agréger progressivement dans le mouvement Défense de la France. Mais le professeur Guéhenno est dénoncé par un de ses étudiants qui préfère le maréchal, et il est rétrogradé, sanctionné et un peu mortifié. Il doit retourner enseigner le latin au lycée Buffon en 1943 et jusqu'à la Libération. Alors c'est précisément au lycée Buffon que sont nos lycéens, nos fameux lycéens, les 4 sur 5. Mais ils sont 5 parce que dans la clandestinité, une main, c'est l'organisation de base. Ils ont entre 15 et 18 ans. Et d'ailleurs, je me suis rappelé qu'un monument leur était consacré dans le jardin du Luxembourg. Et donc ces jeunes gens, suppliciés, morts pour la France, Jean-Marie Artus, à 15 ans en 40, Jacques Baudry, 18 ans, Pierre Benoît, 15 ans, Pierre Grelot, 17 ans, et Lucien Legros, 16 ans. Et c'est pour Pierre Grelot que Paul Éluard a écrit ce poème que j'aime tant et dont je vous cite un extrait. « La nuit qui précéda sa mort fut la plus courte de sa vie. L'idée qu'il existait encore lui brûlait le sang au poignet. Le poids de son corps l'écœurait. Sa force le faisait gémir. C'est tout au fond de cette horreur qu'il a commencé à sourire. Il n'avait pas un camarade, mais des millions et des millions pour le venger. Il le savait, et le jour se leva pour lui. » Fin de citation. Donc Pierre Grelot participe à l'une de ces manifestations, celle qui a lieu le 16 avril 1942, pour libérer un professeur de Buffon, qui était le chef du mouvement, le fondateur du mouvement Valmy, en référence à la Révolution française. Et ensuite, avec ses camarades, il va s'engager dans un activisme dit terroriste. C'est comme ça que les occupants appellent ceux qui sabotent ou qui font des attentats contre les soldats allemands. Il est arrêté en juin 1942, condamné à mort le 15 octobre, quelques semaines avant le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Et il écrit une lettre à sa mère le 8 février 1943, c'est-à-dire le jour où il sera exécuté avec ses camarades, en lui racontant les conditions de sa détention à la prison de Fresnes. Alors vous savez que ces lettres de fusil ont été publiées il n'y a pas très longtemps, mais celle-ci, je trouve qu'elle est assez incroyable. Alors, il vient d'avoir 20 ans, on est en 1943. Je voulais te dire, maman chérie, ce qu'a été ma vie depuis le 30 juin. Je suis seule dans une cellule sans soleil, comme la plupart des autres camarades de souffrance et de combat. Mourant de faim, sale, à peine à manger, pas de promenade, pas de lecture, souffrant de froid. Et depuis le 7 juillet, je porte nuit et jour les menottes derrière le dos. Je serais un bien mauvais Français si je n'avais pu trouver le moyen de les ôter. Le seul réconfort à tous ces supplices, entre parenthèses, j'oubliais les coups de nerfs de bœuf que j'ai reçus à la Gestapo, c'est la certitude de la victoire. Car, bien qu'au secret, on réussit à avoir quelques nouvelles. Et l'héroïsme des camarades qui partent à la mort en chantant. La France peut être fière d'avoir de tels enfants. J'ai été jugée avec mes camarades le 15 octobre. Cela n'a été qu'une comédie. Nous savions à l'avance quel serait le verdict, puisque, pour rien, on condamne à mort. Fin de citation. Alors la question que je me suis posée, c'est comment ces fils de bonne famille deviennent-ils des terroristes, selon la terminologie nazie. Donc les 4 lycéens de Buffon, qui sont en réalité 5, vous avez compris,
Jean-Marie Artus est fils d'un médecin militaire. Lucien Legros est fils d'un fonctionnaire du ministère des Finances. Pierre Benoît, fils d'un officier de police et de mairie. Pierre Grelot, fils d'ingénieur. Et Jacques Baudry, fils de professeur d'économie. Donc normalement, rien n'est destiné, si vous voulez, à être exécuté. Et surtout à attenter à la vie de soldats allemands et de poser des grenades un peu partout. Alors comment se rencontrent-ils? Jean-Marie Artus prépare son baccalauréat avec Lucien Legros à l'école alsacienne en 1941. Lucien Legros est un ancien du lycée Buffon. Et donc le lycée Buffon, en fait, s'est agité dès la rentrée 40, tracts, journaux, etc. Mais évidemment, les premiers tracts disent « Appel à secouer les chaînes, à ne pas être un peuple de chiens couchants, à ne pas lécher les bottes prussiennes. » Donc en septembre 40, cette feuille clandestine Valmy va commencer à circuler parce que son auteur, Raymond Burgard, est un Alsacien, agrégé de grammaire, un militant catholique social de la Jeune République, qui d'ailleurs sera guillotiné à Cologne le 15 juin 1944. Et évidemment, le professeur participe à mettre en ébullition les jeunes gens. Le groupe se forme, le groupe des lycéens de Buffon se forme et va s'attacher plutôt au Front National. Le Front National est une organisation du Parti communiste clandestin à l'époque. Quand le 2 avril 1942, le professeur est arrêté, ils vont investir le lycée Buffon avec une centaine d'autres lycéens et chanter la Marseillaise. Bon, évidemment, la police arrive, ils arrivent à se cacher. Et en fait, c'est l'une de leurs premières actions de ce groupe des 5. Ensuite, ils vont vraiment s'orienter vers l'action armée au sein des francs-tireurs et partisans français, dont on attendait en fait à leur engagement qu'ils puissent être capables de commettre des attentats contre des soldats allemands. Ce sont les seules organisations qui s'en prennent directement à la vie des soldats allemands, avec l'idée que les Allemands ne doivent pas être en villégiature en occupation, ils doivent sentir l'hostilité et même la craindre. Et donc, ces jeunes gens, très dangereux, sont fichés, évidemment, recherchés par la police, et certains d'entre eux sont obligés de ne plus rentrer chez eux pour ne pas être arrêtés. Mais en fait, l'activité des 5 lycéens de Buffon va, on dirait aujourd'hui, se radicaliser. En fait, elle s'intensifie. Ils vont multiplier les attentats contre les officiers allemands, tout en continuant l'activité des débuts, les tracts, les affiches. Donc ce climat d'insécurité, les communistes disent le créer pour ne pas faire la guerre avec la peau des Russes. C'est l'expression. En tous les cas, la défaite ne peut pas être considérée comme définitive, et cet activisme, c'est une manière d'accélérer le temps, de hâter la victoire. Et donc parmi leurs actions, au petit matin du 26 mai, Legros et Artus se chargent d'exécuter un étudiant hongrois soupçonné d'être un indique de la Gestapo dans une chambre d'hôtel. C'est l'hôtel de la Sorbonne qui est 6 rue Victor Cousin, c'est-à-dire juste à côté. Artus tire, Grelot fait le guet. Le 28 mai, vers 22h30, Pierre Benoît lance une grenade et un engin explosif sur le yacht allemand qui est accosté quai de Tokyo. Alors c'est l'ancien nom, ça s'appelle aujourd'hui le quai de New York. Et ce jour-là, Lucien Legros assure la protection de l'attentat avec Artus et Grelot. C'est comme ça qu'on se répartit les tâches. Le 3 et 4 juin, 4 d'entre eux sont arrêtés sur dénonciation par la brigade spéciale, la fameuse BS2, qui est un organe de lutte créé spécialement contre les communistes. Pierre Benoît échappe au coup de filet. Les autres, le 17 juin, Lucien Legros, Jean-Marie Artus, Pierre Grelot comparaissent devant le tribunal spécial de Paris et vont être une première fois condamnés. Mais cette fois-ci, la première condamnation, c'est les travaux forcés à perpétuité pour les 3 jeunes gens. Mais pour les attentats contre les troupes d'occupation, ils vont être remis en fait aux tribunaux allemands. Pierre Benoît a réussi à prendre la fuite. Il est condamné par contumace. Il va continuer ses sabotages avant d'être lui aussi arrêté.
Donc, le 15 octobre, nouveau procès pour les 5 lycéens condamnés à mort par le tribunal de la Luftwaffe et transférés à la prison de la Santé, puis à Fresnes. Et par mesure de répression, parce que la répression a changé de visage au printemps 42, elle est passée à la SS, en fait, c'était les militaires du MBF avant qui étaient chargés du maintien de l'ordre, c'est désormais la SS. Les familles des lycéens sont elles aussi arrêtées en vertu d'une loi qui est d'ailleurs importée de l'Allemagne nazie, que tous les proches parents doivent être arrêtés et tenus comme otages, voire fusillés en cas d'attentat. Donc, le 8 février, ils sont exécutés, fusillés dans un stand de tir qui était à Issy-les-Moulineaux. Ils vont être enterrés au cimetière d'Ivry. En fait, ce lieu, personne ne le connaissait pendant l'occupation. Il est découvert à la Libération. C'est un stand de 200 mètres qui servait tout simplement à l'entraînement de la police, et un autre stand de 50 mètres. On trouve des poteaux d'exécution, des bandeaux, des cordages, un mur d'amiante plein de traces de mains des torturés, des cercueils, chacun avec plusieurs corps, de la chaux, des fours, enfin une horreur. Et alors le point commun de tous ceux qui reposent dans la crypte, c'est d'avoir été exécutés en secret, dans un lieu secret. C'est le cas de Jean Cavaillès, une fosse commune à Arras. Et alors ce stand de tir de Ballard, c'est comme ça qu'il s'appelle, il a été détruit en fait au moment où on a fait les travaux, ça n'est plus un lieu de mémoire, il était boulevard Victor dans le 15e, mais c'était le lieu choisi exprès par la Geheime-Feldpolizei pour justement supplicier et exécuter en secret tous ceux... Alors il y a plus de 100 personnes qui ont été exécutées dans cet endroit, mais on ne sait même pas qui, on n'a même pas la liste exacte de ces suppliciés. Donc une manière de les faire disparaître dans la nuit et dans le brouillard selon la condamnation des nazis. Mais qui connaît aujourd'hui l'existence de cette crypte, à part vous tous, la crypte de la chapelle de la Sorbonne? Moi, je ne l'ai visitée qu'une seule fois, en février 2014, parce qu'on rendait hommage à Jean Cavaillès. Et d'ailleurs, on s'était trompé de date, parce qu'à l'époque, on pensait qu'il avait été exécuté en février, et depuis pas très longtemps, on sait que c'est en avril. Et donc... qui sait comment ont été rassemblés ces corps, comment ont été rassemblées ces dépouilles. Alors évidemment, ça a été fait progressivement. La présence de Vincent Auriol, c'est le 11 novembre 1947, mais ensuite d'autres dépouilles, d'autres noms ont été inscrits. Alors il est évident que cette crypte est un peu à l'ombre du Panthéon, et surtout à l'ombre de Jean Moulin, qui est entré au Panthéon sous le verbe haut et émouvant de Malraux, le 19 décembre 1964. La plaque en l'honneur de Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, fait aussi partie de ces exécutions en secret. Parce que dans le secret d'une prison d'État, il est le premier condamné politique du régime. Parce qu'il est tout ce que Vichy déteste. L'ennemi, c'est lui, en fait. Il a été arrêté pour désertion en présence de l'ennemi, sauf que l'ennemi, c'est lui. Et c'est même un ennemi condensé, parce qu'il est juif, républicain, il a été ministre du Front populaire, il a été accusé d'être un fauteur de guerre, un déserteur, donc antipatriote, et dans la culture de la guerre civile tellement développé par Vichy, il fait finalement office de l'ennemi idéal. Et alors, il est resté en prison pendant toute l'occupation, à Clermont-Ferrand, puis à Riom. En juin 1944, parce que c'est là que la milice assassine, en fait, il est enlevé par des miliciens et, après une fiction d'évasion, abattu à Molles dans l'Allier. Quant aux professeurs qui sont dans la crypte, on peut comprendre pourquoi ils ont été choisis.
parce qu'il représente finalement tout un éventail d'actions résistantes et notamment toutes les composantes, je dirais, de la résistance. Ils ont été choisis par la Fédération de l'éducation nationale, mais leur dénominateur commun, c'est d'avoir été exécutés en secret. Ils incarnent toutes les résistances, tous les lieux, tous les temps, avec l'idée que toutes les résistances qui ont surgi dans l'Europe occupée ont développé une vision de l'avenir, un avenir national, de libération évidemment. De Gaulle disait « il faut libérer l'homme, au-delà de la libération du territoire, il faut lutter contre toutes les formes d'aliénation, mais il faut aussi créer un avenir qui soit européen ou qui soit mondial. En tous les cas, un programme et une réflexion accompagnent trois paradigmes d'action, au-delà de tous les clivages politiques ou religieux. Le premier, dont j'ai déjà un peu parlé, c'est l'accélération, donc c'est cette action activiste que partagent les lycéens de Buffon avec Jean Cavaillès, dont je vais parler à l'instant. La planification, celle des syndicalistes notamment, qui enterrent absolument toutes leurs structures pour les préserver, et surtout préserver leur indépendance politique, pour qu'ils soient à nouveau là à la libération, enfin qui participent aux opérations de libération. Et enfin, une résistance au temps long, voire très long, qui est celle du sauvetage, et qui est évidemment cacher, protéger, faire des faux papiers. Donc on a parmi tous ces professeurs l'illustration de tous ces temps de l'action. Commençons par la résistance que j'appelle celle du temps court, celle de l'accélération. Jean Cavaillès se rallie à cette accélération sans pourtant jamais se rapprocher des communistes. Fils et petit-fils de militaires, protestants, Jean Cavaillès a été fait compagnon de la libération à titre posthume, normalien de la rue d'Ulm, philosophe des mathématiques, sans doute parmi les plus prestigieux et encore largement étudiés aujourd'hui. C'est un prisonnier de guerre qui s'est évadé dès l'été 40, au moment de son transfert en Allemagne, et il a participé à absolument toutes les formes de résistance entre le moment où il a commencé et le moment où il a été exécuté. Alors le surnom qu'on lui donne, c'est l'agrégé du sabotage. Et oui, voilà, c'est très parlant. Mais avec Cavaillès, on comprend comment la résistance a été la nécessité de l'heure. C'est-à-dire que chaque temps a eu sa priorité et chaque moment a pu développer de nouvelles formes et de nouveaux lieux. Le 18 mars 1941, il est nommé à la Sorbonne comme chargé d'enseignement de la chaire de méthodologie et logique des sciences, et il a rejoint ceux de Libération Nord, des syndicalistes, chrétiens, des cégétistes, des socialistes. Et donc le fil rouge qu'il nous donne permet en fait de traverser les itinéraires de tous les autres professeurs de la crypte. À Londres, en 1943, il explique que le temps de la prospection, des feuilles clandestines et du renseignement militaire doit céder la place à l'action offensive, au sabotage des installations allemandes. Et alors, il va y aller lui-même dans ces bases sous-marines qu'il entend saboter, habillé en bleu de chauffe, réclamant des explosifs dans toutes ses communications avec Londres. Et donc, il dit passer à l'action immédiate en 1943. Alors, l'action immédiate, en fait, c'est ce que, le jargon des services de renseignement du général de Gaulle pour dire sabotage. C'est pas forcément, c'est pas du tout des exécutions. Ça, les attentats contre les soldats allemands, c'est pas du tout le mode opératoire. Mais on comprend très bien qu'en ce début d'année 1943, le débarquement paraît imminent, donc la libération. Après l'échec du raid anglo-canadien sur Dieppe, le 18 août 1942, après l'opération Torche en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, on est certain, en tous les cas Cavaillès est de ceux qui sont certains, que le temps des palabres politiques est terminé. J'ai fait mon choix, dit-il à George Friedman, il faut gagner la liberté avant d'aménager la liberté.
Et il est vrai qu'à Libération Nord, on parlait beaucoup politique, beaucoup après-guerre, beaucoup indépendance du syndicalisme, beaucoup de choses qui ne lui paraissaient pas des priorités. Et Emmanuel Dastier de la Vigerie, avec son air toujours très aristocratique, résume ça d'une phrase dans un livre qu'il écrit après la guerre. Alors, Dastier de la Vigerie, son pseudonyme c'est Bernard, et c'est le mouvement Libération Sud. Dastier dit « Ce professeur de logique possédait la véritable fantaisie qui est l'indépendance. Remonté à Paris, il devait tomber sur une bande de braves gens résistants, mais pieds plats et madrés comme des notaires, voués à toutes les attentes et à tous les doutes. Cela devait lui couper les ailes. Plutôt que de s'incruster dans cette compagnie, il s'en alla avec quelques copains faire sauter des trains, des usines et des transformateurs. » Et donc voilà, vous avez un portrait de Cavaillès qui est rondement, promptement brossé. Alors si je vous donne une partie de ces pseudonymes, vous comprendrez l'activisme qui est le sien. Marty, Chenevière, Daniel, Hervé, Bucéphale, Pégase, Carrière, Benoît, Crillon, et on ne les a pas tous. Donc, Jean Cavaillès va, à travers la multitude de ces pseudonymes, parce qu'en fait, chaque pseudonyme correspond à une activité dans un lieu particulier. Vous comprenez quelle a été l'intensité de son activité clandestine, mais parce que pour lui, la résistance n'est pas seulement un engagement politique, c'est une manière de continuer la guerre. C'est une manière de continuer la guerre autrement. Et donc, cette action immédiate doit être offensive. Le socialiste Stéphane Piobetta, compagnon de la Libération lui aussi, agrégé de philosophie, militant SFIO, professeur au lycée Voltaire à Paris, a compris que l'affrontement direct, il le trouverait avec la France libre. Et donc, hors de France, il rejoint la première division française libre et trouve la mort dans la campagne d'Italie en 1944. Le normalien de la rue d'Ulm, militant syndicaliste, Edmond Lackenbacher, ou Lackenbacher, je ne sais pas comment on prononce, titulaire de la chaire de première supérieure du lycée Louis-le-Grand, est dans la crypte, mais lui, il est mort sur le front, à Arras, en mai 1940, manière de rendre hommage à ceux qui se sont battus et qui ne sont pas revenus. Le professeur d'anglais de Lille, Raymond Decken, s'est rembarqué à Dunkerque avec l'armée britannique, est revenu en France s'engager dans le Front National, c'est-à-dire auprès des communistes, et dans la Ligue contre l'antisémitisme, dans le mouvement L'Université libre, qui était fondé par le Front National, avant d'assumer les responsabilités militaires comme cadre FFI dans la région de Valenciennes. Et c'est en août 1944 qu'il sera arrêté, puis exécuté dans le bois d'Onain par les Allemands, le 1er septembre 1944. Alors il y avait une punition, une insulte suprême pour les exécuter, c'était qu'on ne puisse pas retrouver leur corps. Et ça faisait partie de la manière infâme de traiter ces résistants. Je vous rappelle que pour les nazis, ce ne sont pas des combattants, hein, ce sont des francs-tireurs, et donc ce sont plutôt, ils doivent être traités comme des terroristes, c'est exactement le mot qui est employé. Donc la deuxième forme de résistance que je trouve parmi ces professeurs de la crypte, c'est la résistance du temps moyen. Cette planification de l'action, une manière de se tenir prêt pour le jour J, c'est ce que fait le juif alsacien, professeur à la faculté de médecine de Strasbourg, qui est né donc dans l'Alsace annexée, Paul Reiss, qui est révoqué à la suite du statut des Juifs en octobre 1940, puis réintégré en 1941. Il va, dans sa propriété du Puy-de-Dôme, d'abord cacher des archives, les archives des murs, c'est-à-dire les mouvements unis de résistance. Et après les rafles qui visent l'université de Strasbourg, repliée à Clermont-Ferrand, il va gagner le maquis du Montmouchet en mai 1944, dans la Haute-Loire et dans le Cantal, pour devenir le médecin-chef du service de santé des FFI du Cantal, dont il évacue en fait les blessés. Le maquis, attaqué par les Allemands le 20 juin 1940,
eh bien, le maquis se replie, mais le groupe du docteur Rice, dont une dizaine, dont une infirmière d'ailleurs, sont tous exécutés d'une balle dans la tête quand ils sont pris. Le militant cégétiste normalien de Saint-Cloud, professeur à Arras, Raoul François, est fait prisonnier de guerre en 40, comme Cavaillès. Il est libéré en 41, il hésite à rallier Londres. Et finalement, il va rejoindre le mouvement OCM, l'organisation civile et militaire, en 42, dont il va devenir l'un des responsables pour le Nord-Pas-de-Calais. Alors le Nord-Pas-de-Calais est une zone stratégique pour les Allemands. D'ailleurs, elle dépend plutôt du commandement militaire installé à Bruxelles, parce que dans le Nord-Pas-de-Calais, ils vont installer ce qu'ils appellent leurs armes secrètes, c'est-à-dire les rampes de lancement pour les V1 et les V2, d'ailleurs qui vont tirer sur Londres. Et quand il est arrêté, Raoul François, par la police militaire allemande, fin 43, eh bien, il est exécuté en même temps que Cavaillès dans le groupe des compagnons d'infortune, parce qu'ils ont été condamnés à mort par un tribunal spécial qu'on appelle un tribunal spécial de la paix qui s'appelle l'ange gardien des V1. Et donc, évidemment, c'est un tribunal qui ne fait pas dans la dentelle et qui protège les sites de lancement des fameuses armes secrètes dont Goebbels prétend qu'elles permettront de gagner la guerre au Troisième Reich. Enfin, parmi les deux étudiants, on a un militant de la jeunesse étudiante chrétienne, Jean Gay, qui va tomber dans les filets du contre-espionnage allemand au moment d'une opération de récupération d'armes, des armes parachutées qu'il a fallu récupérer. Et il fait partie du groupe de la cascade du Bois de Boulogne, exécuté par la Gestapo le 16 août 1944. Ils sont 34 à avoir été exécutés à cet endroit. Quant à Louis Boilet, fils de notaire, c'est un ancien élève du lycée Louis-le-Grand, licencié de droit, qui va cacher des armes dès l'été 40, pendant toute la durée de la guerre, de manière à ce que ces armes, c'est ça la planification, elles soient mises à disposition des FFI dans la région de Compiègne. Et c'est en fait dans les derniers combats de la libération qu'il reçoit une balle et qui perd la vie. Enfin, dernier type de résistance, c'est celle que j'appelle la résistance du temps long, la résistance du sauvetage, celle de la protection. C'est celle que pratique l'Alsacien et catholique Fernand Hollweg, physicien. Alors c'est un spécialiste des ultrasons. Il a rejoint en 1913, alors vous voyez, c'est pas du tout la même génération que les autres, le laboratoire de Marie Curie à l'Institut du Radium, travaillé avec Langevin. Il a refusé de partir aux États-Unis parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'opérations pour exfiltrer les savants. Lui, il a refusé et il a fabriqué des faux papiers parce que sans doute les faux papiers, c'est le meilleur moyen de protéger tous ceux qui veulent, enfin tous les réprouvés, les juifs, les résistants, ceux qui sont traqués pour passer les frontières et notamment la fameuse ligne de démarcation. Et donc là, il a rejeté la proposition de la Fondation Rockefeller et il a été arrêté parce qu'il a été dénoncé et il est mort sous la torture de manière assez précoce en décembre 1941. L'Université libre, cette publication donc, du Front National Universitaire, lui consacre un long article en janvier 1942 où il est question de dénoncer ce qu'ils appellent la politique du silence. C'est-à-dire ne rien dire, c'est participer à l'œuvre de barbarie. La protestante, originaire d'Alsace-Lorraine, alors c'est la seule femme de la crypte, professeure de lettres et d'anglais à l'École nationale des arts et métiers de Cluny, en Saône-et-Loire, Marie-Louise Zimberlin. Elle a travaillé dans la résistance, à faire des tracts, des journaux clandestins pour le mouvement franc-tireur. Et au moment de l'instauration du service du travail obligatoire, elle va s'engager dans la cache des réfractaires. Et sa sœur, sa mère, cache des enfants juifs pendant toute la durée de la guerre. Elle est arrêtée en février 1944, déportée à Ravensbrück, ce camp de femmes résistantes, et elle meurt d'épuisement à son retour en France. Enfin, les deux déportés, enfin disparus dans la déportation, auxquels il est rendu hommage dans la crypte, ces deux instituteurs,
2 instituteurs qui sont disparus dans la déportation, Joseph Rollo et Georges Lapierre. Il y a une plaque juste à côté, devant la plaque dédiée à Jean Zay. Et Georges Lapierre était un instituteur socialiste, très actif dans le syndicat, justement, le puissant syndicat national des instituteurs. C'est un ancien franc-maçon. Il rejoint le comité de vigilance des intellectuels antifascistes à sa création après le 6 février 1934. Et sans doute est-il de la génération où on peut le mettre à la retraite d'office en février 1941. Mais lui va s'engager dans le mouvement Libération Nord. C'est celui qui va déposer au procès de Riom, vous savez, ce procès où on va juger le Front populaire, en fait, à travers les figures de Blum, de Daladier, etc., pour démontrer longuement la responsabilité des instituteurs, non pas dans la défaite, comme justement Vichy le disait, mais plutôt dans la défense de la République. Et donc, arrêté sur dénonciation, lui aussi, il est déporté, interné dans divers camps, et il meurt du typhus à Dachau en février 1945. Enfin, l'instituteur syndicaliste socialiste, Joseph Rollo, intègre la résistance, d'abord au sein de la confrérie Notre-Dame, du colonel Rémy, puis à Libération Nord. Alors, je ne sais pas si c'est un fait exprès, mais il y a quand même beaucoup de membres de Libération Nord. C'était ma thèse, Libération Nord. Donc lui aussi va travailler à Libération Nord. Il est arrêté par le contre-espionnage, déporté à Neuengamme et abattu au moment de la libération du camp. Et donc lui fait partie, en fait, ses cendres sont placées dans la crypte en décembre 60, ça fait partie des dernières cendres arrivées. Et donc à l'évocation de ces tombes, me sont revenus les vers de Baudelaire qui disent, c'est un poème qui s'appelle « La servante au grand cœur ». Ces vers disent « Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs, et quand octobre souffle, émondeur des vieux arbres, son vent mélancolique, alentour de leur marbre, certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats, à dormir comme ils font, chaudement, dans leurs draps, tandis que, dévorés de noires songeries, sans compagnon de lit, sans bonne causerie, vieux squelettes gelés travaillés par le ver, ils sentent s'égoutter les neiges de l'hiver. Et le siècle coulé, sans qu'amis ni famille, remplace les lambeaux qui pendent à leur grille. Et je voudrais terminer par cette citation de Baudelaire en disant que ces résistants suppliciés racontent chacun quelque chose de la résistance d'hier sans doute, mais aussi de la résistance qui est possible aujourd'hui. Ces tombes racontent la résistance des intellectuels, des syndicalistes, des catholiques, des juifs, des protestants, des femmes, des grands adolescents, des presque enfants, avec des histoires de tracts, de sabotage, de manifestations interdites et de renseignements, tous tombés sous le coup d'une répression qui a associé les polices de l'État français et les militaires allemands et surtout les généraux SS. Mais ça vient aussi nous rappeler qu'aucune défaite n'est définitive et que la loi du plus fort n'est pas forcément quelque chose qui ne peut pas être inversé. Merci beaucoup pour ce tableau et puis cette présentation de toute la complexité de la résistance. Je voulais savoir s'il y avait eu des débats pour savoir qui pouvait y entrer et qui ne pouvait pas y entrer, parce que c'est quand même une question qui après-guerre était assez vive. Et est-ce que tu as trouvé des archives? Alors malheureusement, des débats qui me semble-t-il, ne pouvaient pas manquer d'avoir lieu. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps d'aller regarder les archives, mais le simple fait que ce soit la Fédération d'éducation nationale qui est choisie, il me semble que le choix est assez éclectique, enfin l'éventail assez large, et je pense qu'ils ont, à ce que je vois, tenu à ne privilégier aucune école de pensée, je dirais, parce que la résistance, en réalité, surtout en 1947,
commencent les tensions dans le monde dit de la guerre froide, par exemple, ils n'ont pas exclu les communistes. Et ils n'ont pas non plus privilégié une confession. Alors je pense qu'ils devaient être assez nombreux à Libération Nord pour qu'il y ait autant de monde de Libération Nord, parce qu'on a quand même 4 sur les 16, et toutes les générations. Et donc, moi, ce que j'ai apprécié dans ce choix que j'ai regardé pour préparer cette conférence, j'avais jamais regardé de près, j'avais travaillé que sur Cavaillès, comme tu sais, j'ai apprécié qu'il y ait toutes les formes de résistance, parce que après-guerre, il y a une résistance qui est mise en valeur, c'est la résistance dite armée. Or, on sait très bien qu'un résistant, quand il est armé, donc c'est très dangereux pour lui, parce qu'il est arrêté avec une arme, donc c'est pas... Et puis, ils ne sont pas tous formés à se servir d'une arme. Donc, je pense que les critères ont été œcuméniques, et sans doute, ce que je perçois, c'est de rendre hommage, finalement, à la place des chrétiens. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on oublie aujourd'hui. Donc, on aurait à la libération un poids très important des communistes. Ils s'appelaient eux-mêmes le parti des 75 000 fusillés. Mais il y a la volonté de mettre des chrétiens, des juifs, des Alsaciens, évidemment. Mais j'ai pas regardé les archives, donc je peux pas te répondre là-dessus. Le Front National était très ouvert, s'il était structuré par les partis communistes, il y a des résistants qui... Ils n'étaient pas tous communistes, tu as raison. Pas tous communistes, voilà. Bien sûr, tu as raison. Alors, par rapport à cette chaire, il y a eu clairement une opposition totale, et que ce monsieur Labroue a été complètement snobé par les Bachelard, Renouvin et autres grands professeurs, les Labrousse, il y avait Labrousse. Mais je sais qu'il y a un projet actuellement à Paris 1 de rendre hommage aux étudiants juifs. Et donc, il y a effectivement une résistance à l'exclusion des élèves et des professeurs juifs, mais bon, c'est pas non plus des grands chahuts et des grandes manifestations, parce que ce sont des lois qui ont l'air légales, puisque c'est des lois du gouvernement français, ou prétendu gouvernement, dit Général de Gaulle. Donc, en fait, le fait qu'il y ait des lois d'un État français, ça fait écran. Et ça laisse peu de résistance, en réalité, puisqu'elle devient tout de suite illégale, la résistance. Bonjour. Merci également pour la conférence. J'ai une petite question historique. La fameuse Coperta, on a pas encore des traces, pourquoi elle s'est placée dans le sous-sol, ou était-elle placée avec qui Alors, elle était dans les caves de la Sorbonne, et il y a quelques années, on avait fait une sorte d'émission de radio et on était descendu dans les caves. Non, il n'y a plus aucune trace, évidemment. Non, il n'y a plus aucune trace. Mais c'était une imprimerie clandestine, parce qu'au départ, les mouvements de résistance, c'était un peu... ils n'avaient pas d'argent, en fait. Donc, on leur avait donné cette imprimerie, et pour la cacher au mieux, c'était dans les caves, évidemment... Et son petit surnom, c'était en référence à 14-18. Non, il n'y a plus aucune trace, évidemment. Je pense qu'elle a dû être enlevée il y a très très longtemps. Et puis surtout, les imprimeries clandestines n'avaient pas intérêt à rester très longtemps au même endroit. Donc en fait, il y en avait plusieurs. Et on a beaucoup imprimé dans les imprimeries religieuses pendant la guerre. Par exemple, l'imprimerie pour le mouvement Libération Nord, c'était une imprimerie religieuse. J'ai oublié son nom, mais ils étaient spécialistes d'œuvres religieuses. Je remercie encore une fois la professeure Alia Aglan pour son temps et pour cette magnifique conférence qui permet de mettre à l'honneur les résistants de la Sorbonne, du quartier latin, et qui sont en fait enterrés juste à quelques dizaines de mètres d'ici. N'hésitez pas à vous renseigner, à vous abonner à la lettre d'information, plutôt à la liste de diffusion de l'association. Nous avons maintenant un site internet, asso-chapellesorbonne.fr. Voilà. Très beau, j'ai regardé. Et un très beau site qui a été fait par des gens passionnés de l'association. Félicitations, il est très beau, j'ai regardé. Merci beaucoup, Madame la professeure. Et
Donc voilà, et n'hésitez pas sinon à nous suivre sur les réseaux sociaux si cela n'est pas fait. Encore une fois, merci beaucoup Madame la professeure et merci à vous.